Rebonjour. Moi, je vais vous parler d'activités qu'on a autour du littoral au CNES. Et peut-être pour démarrer, deux éléments de contexte. On a deux projets, programmes assez structurants pour l'utilisation de données spatiales pour le littoral. Un projet SCO qui s'appelle SCOS DT. Donc, c'est un jeu de mots avec SCO, le côtier. DT, c'est pour Digital Twin. Donc, ça consiste à étudier la mise en place de jumeaux numériques à partir de données spatiales pour l'adaptation des zones côtières. C'est un projet qui démarre. Nous, on a fait quelques développements internes et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Et ensuite, on a un projet France 2030 qui vise à mettre en place des démonstrations de services innovants pour la connaissance et le suivi de la bande côtière. Donc ça, c'est un projet qui est loti, sous-traité à différentes entreprises, qui va durer 3 ans. Et bon, ça, sans rentrer dans les détails, mais tout ça cumulé, c'est quand même des millions d'euros qu'on met sur le sujet. Donc ça veut dire, de manière rapide, que le CNES investit sur l'usage du spatial pour le littoral, parce qu'on pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à faire sur le sujet. Voilà. Donc, si je maintenant fais un focus sur le projet SCOST, il se trouve que je suis le chef de projet, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est un projet à la base qu'on a conçu en coordination avec nos collègues américains, où on va s'attacher à mettre en place donc des jumeaux numériques sur différents sujets, différentes zones. On est parti à une échelle assez locale, avec l'enjeu d'attraper la diversité des problématiques côtières à travers les zones qu'on adresse. Je vais vous parler moi aujourd'hui que des zones qu'on traite en France. Donc sur la France métropolitaine, on va travailler sur le trait de côte et son évolution. Au Bénin, on va travailler sur une lagune, donc un système lagunaire qui vient avec ses problématiques propres. Et en Nouvelle-Calédonie, on va travailler sur la problématique de la submersion marine. Donc, quand on parle de jumeaux numériques, nous, ce qu'on entend par jumeaux numériques au CNES, c'est la combinaison de. Donc, on parle de jumeaux numériques du système Terre, la combinaison de deux grosses entités, je dirais une réplique numérique, un digital réplica d'une zone en question qui peut être de taille et nature assez variable, couplée à des moyens de simulation qui permettent, notamment dans un contexte de changement climatique, de simuler ce qui va se passer demain ou à plus long terme. Alors, dans le domaine côtier, on pense évidemment assez fortement à tout ce qui est élévation du niveau des mers, mais ça peut être aussi simuler des cyclones d'intensité plus importante. Dans les systèmes lagunaires, ça va être simulé des lames d'eau, des événements pluvieux plus importants et de comprendre quels sont les impacts de tout ça. Et un dernier point peut-être, c'est simuler les solutions d'adaptation. Donc ça, voilà, on sait le faire que par simulation. Moi aujourd'hui, la présentation que je vais vous faire va se concentrer sur la réplique numérique. Voilà, j'introduis le sujet, mais c'est pas euh, le but de ma présentation aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on dit au CNES, ce qu'on aime bien dire, c'est que voilà, depuis l'espace, on peut avoir une vision en 3D de la zone côtière, partout et n'importe quand, et sans a priori. Et ce sans a priori, on y est attaché. Alors même si en France, on a un super système de référentiel géographique, je dirais, grâce à l'hygiène. Nous, on s'attache justement à aller travailler dans des zones où on n'a pas grand-chose, ou au contraire, utiliser la référence qu'on a pour valider ce qu'on est capable de faire depuis l'espace, parce que voilà, l'adaptation des zones côtières à long terme, à l'échelle globale, clairement, dans la très grande majorité des cas, ben, il y a rien en fait. Donc là, l'idée, c'est que l'espace peut apporter beaucoup. Je vais très vite. Côté océan, bon, ben, on peut faire de la bathymétrie. Ça, c'est super important parce que ben, quand on arrive sur les côtes, l'évolution du trait de côte n'est quelque part que la partie émergée du problème de l'évolution du trait de côte. Donc, tout ce qui est niveau d'eau, voilà, l'altimétrie spatiale, c'est une longue histoire. Et aujourd'hui, on le mesure essentiellement par altimétrie spatiale, toutes les problématiques de qualité de l'eau, également d'état de mer. Si on parle de submersion marine, l'état de mer, c'est quelque chose de super important. Quand on arrive au trait de côte, voilà, on sait faire beaucoup de choses au niveau du trait de côte lui-même, donc où est-ce qu'il est positionné, et également étudier de manière un peu détaillée cette zone intertidale, qui est un milieu fragile, évolutif. Et ensuite, si on part sur la partie terre émergée, donc là, c'est tout ce qui est classification des sols, et là, vraiment la partie 3D qui conditionne fortement la résilience du système Terre dans cet endroit si particulier qu'est le domaine côtier. Alors nous, bon voilà, avant de démarrer notre projet, un peu en avance de phase, on a fait des grosses programmations Pléiades et Pléiades Néo sur nos zones d'intérêt. Donc sur nos quais, je crois que c'est plus de 1000 km² en tristéréo, parce qu'on va faire de la 3D. Et on a fait la même chose avec Pléiades Néo. Donc pourquoi est-ce qu'on fait les deux? Ben, l'idée, c'est justement d'essayer de caractériser au passage
quel est l'apport de l'un par rapport à l'autre, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est suffisant. On n'est pas dans une logique de surconsommation, mais bien d'établir quel est le juste besoin, on va dire, au regard de notre problématique. On soupçonne, pour le dire franchement, hein, que notamment sur les problématiques de submersion marine, la très haute résolution, l'apport de Planeo soit peut-être pas négligeable, tout simplement parce que on a besoin d'une restitution 3D qui est super fine, et notamment sur toutes les infrastructures de protection. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va challenger dans la durée du projet, voir qu'est-ce qu'on sait faire avec Pléiade, qu'est-ce qu'on sait faire avec Pléiade Neo, quelle est la plus-value ou au contraire les erreurs qu'on commet par rapport à du in-situ. On a souvent du LIDAR, hein, en particulier à Nouméa, de super qualité. Donc c'est un des enjeux du projet de challenger la qualité de l'imagerie THR par rapport à de l'in-situ plus résolu sur ces problématiques-là. Donc les premières choses qu'on fait, c'est détecter, on va dire, les infrastructures humaines. Donc là, c'est l'occupation du sol. Là, on n'a pas forcément besoin de 3D. On a des algos qui tournent en 2D et en 3D. Je vais essayer, dans la durée de la présentation, de vous présenter les couches logicielles qu'on met à disposition. C'est un des grands enjeux qu'on a de mettre à dispo des couches logicielles de manière libre, de manière à ce qu'elles soient utilisées par n'importe qui, d'ailleurs, que ce soit du public ou du privé. Bon, des grands enjeux, quand on veut caractériser les risques, c'est comprendre où sont les biens humains, en particulier les bâtiments. Donc là, on a des couches logicielles qui marchent super bien. Et la combinaison justement d'une COS et de la 3D permet de faire ça assez proprement. On arrive notamment à savoir le nombre d'étages qu'on a dans des bâtiments, typiquement. Un truc un peu plus compliqué à faire, alors pardon, la végétation, peut-être très rapidement, il y a souvent des enjeux dans le domaine côtier où une des solutions va être des solutions fondées sur la nature, donc le suivi très précis de la végétation, en particulier de sa hauteur. Donc là, je vous ai mis juste deux couches de hauteur, donc végétation basse et hausse, pardon. En général, on coupe à 3 mètres dans ce genre de classif pour vous donner une idée, mais on sait faire un peu mieux que ça, dans la mesure où on a un modèle numérique de surface, on a aussi un modèle numérique de hauteur. Donc on pense qu'on arrive à attraper la végétation, à aller au mètre près, ou des fois un peu plus en fonction de sa texture, quoi. Mais c'est des choses qu'on arrive assez bien à faire, en fait, avec de la stéréo, couplée à de la THR. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on sait faire des choses un peu plus compliquées que ça. Donc, pour vous montrer à quoi ressemble un modèle numérique de surface sorti de nos chaînes, je vous l'ai mis volontairement de manière brute. C'est pas très très joli. Et donc, c'est par traitement successif qu'on arrive à l'affiner. Donc, le premier truc tout simple à faire, c'est en utilisant l'occupation du sol, c'est enlever l'eau. L'eau, c'est très bruté hein, dans un modèle 3D parce que ça corrèle mal, l'eau bouge entre deux prises de vue, donc ça fait à peu près n'importe quoi. Ensuite, on a enlevé tout ce qui est sur l'eau et en particulier tous les bateaux. Donc là, on a utilisé un algo d'IA de détection d'objets et on arrive comme ça à remonter, c'est ça l'intérêt, en fait, à une définition assez propre de l'infrastructure de protection. Et ça, comme je vous le disais, quand on va simuler un événement de submersion marine, si on n'arrive pas à reconstruire ça proprement, donc ça, on va le challenger, mais on pense qu'on fait grosso modo assez n'importe quoi en termes d'évaluation du risque sur le long terme. Donc, un sujet qu'on travaille, donc c'est le post-traitement, on va dire, assez spécifique des modèles numériques de surface pour arriver à restituer des infrastructures humaines, en particulier de protection de manière fine. Je pense maintenant à la partie Nokoué, donc au Bénin. Donc là, c'est une très très grosse zone, tout en free stéréo, et 3 segments qu'on a mis un peu de temps à acquérir, je dois dire, parce que on est dans la zone intertropicale, donc assez nuageux, assez compliqué d'avoir des images de qualité, mais heureusement, on a eu un peu de chance et on a quand même une belle série d'images. Donc 3 tristéréos, je dirais à peu près allez, 50 km de large peut-être, ou 40, pardon, par 60 de long. Donc on a déroulé tous nos algos, je vous présente ça juste après. Donc on arrive à reconstruire, donc une fois de plus, en 3D, en occupation du sol. On va même jusqu'au modèle numérique de hauteur. Donc là, ce que vous avez là, c'est la hauteur des bâtiments, en fait. Et on a toutes les couches logicielles disponibles qui permettent de faire ça de manière ouverte. Donc je vous les introduis juste après. Et sur la lagune, on s'est amusé à faire des choses un peu plus spécifiques. Cet écosystème-là, il est assez particulier, en particulier au Bénin, où il y a ce qu'on appelle des akadjas. Donc je vous avouerai que je ne connaissais pas ça avant de démarrer ce projet. Et donc c'est des zones de pêche traditionnelles qui sont reconstruites. Donc c'est des pièges à poissons, on va dire, ou même des nurseries de poissons qui deviennent des endroits où le poisson est pas mal disponible. Ça influe. Déjà, il se trouve qu'il y a des zones qui sont non déclarées, qui sont implantées de manière illégale, donc on peut les détecter. C'est pas forcément l'objet. Et ça affecte également la circulation de l'eau. Donc ça, c'est d'intérêt pour nous dans la mesure où on va simuler le comportement hydrodynamique de la lagune.
Et ensuite, on a des plantes qui peuvent s'accrocher dessus, en particulier des vaccins d'eau, et qui vont s'étendre dans l'année. Et donc là, on a couplé, ce qui permet de détecter les façades d'eau, c'est de la donnée radar, c'est du Sentinel-1. Donc on se base sur la rétrodiffusion radar. Par contre, ce qui a permis d'avoir la cartographie des Akaja, c'est la donnée Pléiade avec un algo de détection d'objets. Ça je pense, un UNet assez classique avec quelques Akaja qu'on a pointés à la main pour arriver à cette carte. Voilà. Si on va un peu plus loin, donc là on n'est plus dans la donnée THR, mais je vous le montre quand même parce que la donnée spatiale elle est assez diverse et des fois il faut combiner tout ce qu'on a. Donc ça c'est donc cette zone là, elle est hyper plate, hein. Vous avez là le MNT, juste quelques mètres de pente au-dessus de la lagune et une saison de la mousson qui entraîne en général une grosse période d'inondation dans le nord de la lagune. Donc vous allez la voir arriver. Donc ça on fait ça avec Sentinel-1 une fois de plus. On détecte les zones inondées, on les cartographie, et ça va servir pour la petite info à contraindre le modèle hydrodynamique de manière à voir qu'il se comporte correctement et à ajuster ses paramètres de manière à ce que l'inondation observée colle avec l'inondation simulée. Et c'est à partir de ça, quand on aura un modèle hydrodynamique réglé, on va dire, qu'on pourra travailler sur les projections climatiques. Alors voilà, ça c'est intéressant, je pense, pour la communauté. Donc, les outils qui permettent de faire passage de prise de vue stéréo MNS, c'est CARS, c'est disponible ici. Je vous ai mis à chaque fois les points de contact, nos experts qui ont travaillé dessus. Ensuite, ce qui permet de passer du modèle numérique de surface, donc qui est la donnée, on va dire, plutôt la plus brute possible, à... Alors, c'est pas MNT plus MNT, pardon, c'est MNT plus MNH, je me suis trompé. C'est Bulldozer, donc c'est un jeu de mots, c'est un outil qui va raser le sursol et qui doit nous permettre d'avoir que le sol. Et la différence donc du MNT et du MNS, c'est le MNH, c'est pour ça qu'on arrive à remonter à ces deux informations. Ensuite, les algos que je vous ai montrés de classification d'occupation du sol, ils sont pas libres pour le moment. On va essayer de les libérer dans la durée du projet. Et on a un algo qui fonctionne assez bien en THR qui s'appelle Slurp, je vous le mentionne ici. Et on peut même coupler ces différentes chaînes pour affiner finalement ce qui est fait ou en occupation du sol ou en 3D. Je vous ai expliqué tout à l'heure que la rugosité de l'eau et la variabilité de l'eau faisait qu'on avait des résultats assez moches sur l'eau. Donc on peut tout simplement contraindre la détermination du MNS avec l'occupation du sol en supprimant l'eau. Et inversement, on peut affiner la forme des bâtiments en utilisant le modèle 3D. Donc vous avez quand même pas mal de ressources libres aujourd'hui qui sont fournies par le CNES qui vous permettent de travailler en 3D en occupation du sol à partir de données THR. Rapidement maintenant, toutes les activités qu'on va conduire sur le trait de côte. Bon, on a mis en place un algo au CNES qui s'appelle Shoreliner. On va travailler dans les 18 mois qui viennent pour le rendre libre. Il se base aujourd'hui essentiellement sur la donnée Sentinel-2, mais on a fait une adaptation pour la donnée Pléiade, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Donc ça permet de faire différents types de produits. Bon, c'est des choses qui sont relativement connues, mais voilà, en combinant différentes positions du trait de côte à différents moments, on arrive à remonter typiquement à voilà, une position du trait de côte moyen, également à une pente. En travaillant la donnée un peu différemment, on peut arriver à ce type-là de produit qui est une carte de probabilité d'occurrence de l'eau, donc qui vous donne une autre vision de la position du trait de côte par rapport à la marée. Ce qu'on va aboutir à faire, nous, c'est ce genre de produit-là. Donc, on va faire une surveillance très long terme de la position du trait de côte, observer sa variabilité naturelle, parce qu'il y a une variabilité intra-annuelle qu'on n'attrape pas forcément en THR, où on va plus faire quelque chose de très précis à un moment donné. Donc, clairement, l'écart type là, il va plutôt venir de données Sentinel-2. Et un des enjeux, c'est d'être capable de donner ce qu'on appelle le coastal pulse, le pouls du trait de côte, et de voir si à un moment donné, on est bien dans la variabilité naturelle du trait de côte ou si on observe une dérive, typiquement, après une tempête. Et bon, il y a une publique qui est en cours sur le sujet où on a travaillé toute la côte ouest des US, où on montre qu'avec ce type d'outil, on arrive vraiment à cartographier à différentes échelles l'évolution en cours du trait de côte. Voilà. Et un dernier point avant d'en terminer là. Donc là, c'est plus une ouverture vers l'avenir. Donc aujourd'hui, on fait ça. Donc ça, c'est une donnée vidéo qui est basée sur la donnée de Jilin. Donc ça n'a pas été acquis via Dynamis. Par contre, on a demain Co3D, qui est une mission française, qui va être tirée au mois
juillet, si je dis pas de bêtises, qui aura une capacité d'acquisition vidéo. Donc on prépare l'arrivée de ce type-là de données en utilisant ce qui est disponible aujourd'hui. Donc là, c'est la donnée chinoise. 200 frames, hein. Aujourd'hui avec Pléiade, on a déjà fait des tests, on arrive, je crois, à une dizaine d'images typiquement avec Pléiade. Donc là, c'est le fait que ce soit un capteur CCD ou être un push-broom, ça permet de faire vachement plus de, de prise de vue. Donc typiquement 200 prises de vue, vous voyez qu'on voit les vagues bouger et par observation, je dirais, de la vitesse de déplacement des vagues et de l'écartement entre les vagues, on arrive à remonter à la bathymétrie. Alors bien entendu, ce qui est vrai avec une paire d'images est aussi vrai avec beaucoup plus. Donc on arrive également à remonter à la 3D sur Terre. Bien entendu, clairement, le sujet le plus compliqué, c'est la bâtie sous l'eau, quoi. Donc on sait faire de l'inversion de crête de houle à partir de séquences vidéo THR pour remonter une fois de plus à une vision 3D du domaine littoral. Donc, encore une fois, des outils libres, S2Source pour la bathymétrie, les emprises inondées, donc c'est du Sentinel-1, c'est basé sur donc un algo d'IA FloodML. Je vous ai mis les refs ici. Et donc, à venir, tout ce qui relève du trait de côte, donc ça sera pour fin 2026. Et dès cet été, vous aurez un algo de détection de changement qui peut être, je pense, très utile dans le domaine côtier, notamment après un événement type tempête. Et je m'arrête là, je vous remercie. Et je vous laisse avec cette belle séquence vidéo sur Saint-Louis, au Sénégal. Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Ben, merci beaucoup, Vincent. C'était très dense et très riche, très intéressant. Il y a une première question qui vient de tomber d'ailleurs d'un Ouais, spectateur anonyme. je Voilà, si tu l'as à peux. l'écran, vas-y. Ouais, je la vois, ouais, je vais répondre en direct et après je vais surtout mettre dans le lien de la publiée qui était indiqué dans la présentation. Donc c'est une publi qui a été fait par Erwin et un stagiaire thésard, on va dire, un collègue à moi donc. Donc c'est basé sur un indice spectral qui combine, je crois, trois ou quatre bandes spectrales et en particulier du SWIR, qui a été customisé pour être particulièrement sensible à la transition entre l'eau et la partie sableuse. Ensuite, il y a une logique de seuillage de l'histogramme pour bien séparer la partie eau et la partie sable. Ça a été qualifié sur des données ADUC, donc qui est un site je crois, de l'armée américaine qui fait des relevés quasiment quotidiens sur cette zone-là. Et on sait qu'on arrive à positionner le trait de côte sous pixelique, typiquement à, je crois, 0,3 pixels, ce qui fait 3-4 mètres sur la donnée Sentinel-2. Voilà, donc ça c'est la version rapide. La version longue, je vais poster le lien vers la publi juste après. D'accord, super, merci. Tu as d'autres questions, tu les vois, hein. Alors, Quel quel usage usage concret concret de du la Deep bande Blue? Deep Blue de Pléiade Neo? Honnêtement, on n'a pas regardé ça aujourd'hui, si ce n'est qu'on peut peut-être dire que dans les algos de classif, on a des algos, donc on a des réseaux qui sont entraînés pour utiliser toutes les bandes pour faire tout ce qui est classification, occupation du sol. Là où je ne sais pas répondre, c'est quel est le poids de la bande Deep Blue. Et on n'a pas fait de test sur le trait de côte, si c'est peut-être ça la question qui est derrière, sur le trait de côte en utilisant les données Pléiadéo et en particulier en intégrant la bande de Deep Blue. Ça, c'est des choses qui sont, on va dire, dans la to-do list. Quel est le D'accord. nom de l'outil sur le trait de côte? Donc, le nom de l'outil sera Shoreliner. Shoreliner. Bon, l'appli est libre, hein, donc je pense que si quelqu'un veut recoder le truc, c'est facile. Bah, pour faire quelques tests, c'est tout à fait faisable facilement. Ce qu'on va mettre en ligne, nous, c'est en fait quelque chose qui mouline un peu à grande échelle, qui gère correctement les nuages, qui est un peu affiné de manière à ce que ce soit plus stable, quoi. Voilà. Pour vous D'accord. donner une idée, l'enjeu qu'on se donne, c'est avec l'outil qu'on va mettre en ligne, c'est de traiter la frontière sur 30 ans, en prenant Landsat et Sentinel-2. Donc on va dire bien le secouer avant de le mettre à dispo. Donc si vous prenez la publi, vous pourrez, je pense, quelqu'un qui sait coder dans la journée, il va recoder l'indice et faire un premier test assez facilement. C'est dans le passage à l'échelle que Ju- c'est un peu plus compliqué. Justement, pour peut-être terminer, parce que je crois qu'on arrive à la fin des questions, moi j'avais une question quand tu dis, j'ai vu qu'il y Ouais. avait pas mal d'outils qui allaient être mis en ligne par le labo ET. Tu viens d'en reparler. C'est sous quelle forme en fait? Ça Ouais, il va y en être a des déjà, hein, la paquets Git plupart le sont déjà en fait, ou hein. voilà, ou ceux que vous mettez en ligne, c'est des outils Ouais, c'est du interfacés ou Git, c'est des hein. Git? Je C'est vous ai des mis Git à... les D'accord, exprès, je ok, vous ai mis d'accord. les adresses là. Ok, d'accord. Donc c'est des Git, il C'est faut du Git, télécharger les paquets, Python, les installer, souvent. les Ah, je exécuter, galère les avec mes paramétrer. transparents là D'accord. qui ont du mal à. Non, non, mais c'était juste Voilà. voilà.
Est-ce Normalement, c'est que... assez propre. Bon, on a au CNES. Non, non, mais je le dis parce que on nous demande de faire un travail de nettoyage des codes, de documentation, donc normalement, c'est dans un état quand même D'accord. assez propre et utilisable, quoi. Et donc, ça sera toujours sur le guide du CNES. Ok. Bon, eh ben, merci beaucoup, encore une fois, Vincent, pour cette présentation. Tu peux départager ton écran et J'arrête. Ouais, voilà, je viens de on va cliquer donner la parole dessus. à Aïssi. Alors, je vois que Virginie Lafont, bonjour, est arrivée en cours de route. Donc, je vous laisse la parole pour la présentation sur les écosystèmes aquatiques et leur surveillance.